Salut Fiona, je suis ravie de t'avoir sur le podcast Les Sentiers du Possible. Comment vas-tu? Hello Alexandra, écoute, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Ça va super bien, merci. Et toi, comment tu vas? Yes, la forme aussi. À Grenoble, on a le grand soleil, donc ça Ah, fait trop trop bien. plaisir. Hem, Fiona Fromental, pour ceux qui ne te connaissent pas, et d'ailleurs on se connaît à peine finalement, Ouais. comment tu te décrirais toi en quelques phrases? Bah écoute, moi je me décrirais comme quelqu'un qui a un peu 2 facettes de personnalité. J'ai grandi dans un environnement hyper, sportif de haut niveau, performance, donc voilà, ça décrit un peu, tout le début de ma vie. Et il y a un moment donné dans ma vie où je me suis rendu compte qu'il fallait un petit peu que je ralentisse et je trouve que ma vie, en fait, elle est vraiment décrite comme ça, dans cette dualité de à la fois performance, à la fois ralentir, à la fois, besoin de liberté, besoin de structure, donc j'ai beaucoup de dualité, donc c'est vraiment comme ça que je me présenterai. Ah génial, c'est justement un sujet sur lequel je voulais qu'on parle ensemble. C'est le yoga qui est plus du côté du ralentir et l'entrepreneuriat qui est plus du Ouais. côté, comment tu arrives à gérer les 2? Bon, je pense qu'on aura tout l'occasion, de voir ça ensuite. Mais j'aime bien commencer l'épisode par une question que je pose, à mes invités. Là, aujourd'hui, sur une échelle de 1 à 10, si tu devais à peu près situer ton niveau, de sens dans ta vie d'aujourd'hui et de kiff, tu mettrais, quelle note? OK. Ah, j'aime bien cette question. Écoute, de kiff, là, je suis à 10 sur 10, je suis au Brésil depuis 2 mois, donc je suis vraiment en kiff dans ma vie, je t'avoue. C'est marrant qu'on ait cette interview, aujourd'hui, mais moi, en ce moment, là, je suis vraiment sur un 10 et comme je disais avant, cette espèce de dualité que j'essaie de chercher, en fait, pour moi, je remplacerais le mot dualité par équilibre. Et voilà, et en fait, je sens que je suis arrivée à un tournant dans ma vie où je trouve un équilibre. On en parlera entre, activité salariée, activité, entrepreneuriale, le yoga et le sport à haut niveau. Donc vraiment, en fait, je sens que je trouve un équilibre dans tous les pans de ma vie. Ah, trop bien. Et si on remonte un peu le temps, c'est quoi Ouais. le moment où il y aurait eu la pire note? Genre, pas de kiff, pas de sens, le bordel. C'était quoi le pire moment, pour toi? Alors, bah, c'est marrant que ce podcast soit destiné aux personnes qui veulent peut-être être entrepreneurs, mais pour moi, c'est quand j'ai décidé de sortir du salariat. Juste les 2-3 mois, en fait, après ma démission, qui ont suivi, en fait, ma démission, je me suis pris une énorme claque dans la tête. J'étais dans une situation, en fait, idéale à mes yeux. J'habitais à Amsterdam depuis 5 ans, je travaillais, dans le campus, Europe de Nike, donc c'était une expérience, professionnelle super chouette. J'avais tous mes amis, mon équilibre de vie. En fait, j'avais vraiment tout. J'avais ma plateforme de yoga qui marchait à côté de mon travail et j'ai décidé, en fait, de tout quitter, de tout envoyer en l'air, pour, bah, tenter l'aventure entrepreneuriale et partir voyager et être un petit peu nomade. Et en fait, j'étais super excitée à l'idée de faire ça, mais en même temps, en fait, c'était le saut dans le vide et j'ai énormément regretté d'avoir posé ma démission, les 3 mois qui suivent. Mais en fait, c'est normal, c'est juste mon cerveau qui me disait: «Alerte, alerte, SOS, qu'est-ce que tu fais?» Et c'était vraiment je me réveillais, je pleurais. En fait, je faisais que pleurer, je culpabilisais, j'avais envie de revenir en arrière. Là, j'étais très, très mal, ouais, mais Qu'est-ce c'est qui fait que tu remonté as après. quitté du coup? C'est tout se passait bien? Qu'est-ce qui fait que tu as quitté, cet environnement? J'avais un peu quelque chose au fond de moi qui me disait que je savais à un moment donné que j'allais passer par la case entrepreneur. Je savais pas quand, je savais pas comment et les études que j'ai fait, le parcours professionnel, par lequel j'ai commencé ma carrière, ne prédisaient pas que j'allais passer par cette case-là. Mais, ben, déjà j'ai lancé, mon projet de yoga, pendant que j'étais, salariée, donc c'était vraiment un side project et j'avais l'impression que, j'étais pas allée au bout en fait de ce projet-là, et je savais qu'à un moment donné j'allais shifter et en fait, le shift est venu parce que, en gros pour la faire courte, j'ai une plateforme de yoga en ligne qui était, juste uniquement web avant et on m'a proposé d'en faire une app qui est un investissement financier et humain, beaucoup plus important et en fait, j'attendais en fait, je pense, un signe de l'univers pour me dire: «OK, c'est maintenant». Bah, du coup, j'ai pris ça en fait comme un signe et on m'a proposé de faire l'app et je pense 2 semaines après, j'ai posé ma dème et je suis partie quoi, donc vraiment c'était hyper violent. Je me suis pas laissé le temps de réfléchir et j'ai tendance à réfléchir, après avoir agi, ce qui peut être un défaut, mais ça m'a permis vraiment de me libérer de ça. C'était pas une situation dans laquelle j'avais envie de sortir, donc je suis peut-être sortie un peu tôt de cette situation, mais ça m'a permis au moins de vivre cette aventure que j'avais envie de vivre. Mais on est venu te chercher pour cette app, donc je pense que tu devais avoir quand même un agenda, bien chargé, pour construire l'app dans les débuts. Qu'est-ce qui fait que tu as eu cette période de doute, de culpabilité et tout ça?
J'avais peur, de l'incertitude. Bah, déjà, je pense que la peur financière, elle est énorme au début, quand on est entrepreneur parce qu'en fait, quand on est salarié, on sait qu'à la fin du mois, on a un salaire et on a une charge mentale en moins et on s'en rend même pas compte, en fait, à quel point c'est une charge mentale en moins. J'avais beaucoup d'argent à investir au début pour cette app, du coup, ça me faisait peur parce que c'était de la trésor que je sortais. Et au-delà de ça, en fait, c'était ce changement de vie parce que j'avais une vie où en fait, voilà, j'allais au travail, j'adorais mon travail, donc j'ai quitté un travail que j'aimais beaucoup, dans un environnement bureau et je savais que j'allais aussi dire au revoir à cet équilibre de vie avec d'autres gens, la collaboration, me sentir challengée par un projet qui est plus gros que le mien, un équilibre de vie et je savais que je quittais cette stabilité pour un instant d'instabilité parce que je vois aussi l'entrepreneuriat en tout cas, bien au début, comme une phase d'instabilité parce qu'il faut trouver ses marques, et j'avais peur en fait de cette instabilité-là. OK. Parce que du coup, quand tu étais, salariée, tu as Ouais, lancé, ton du coup pas ton appli, mais ton site, en ligne. Tu générais déjà des revenus? ouais, ouais, ouais. En gros, j'ai lancé cette, plateforme suite à covid, Ouais. où en fait j'ai donné des petits cours et j'ai vu qu'en fait il y allait avoir une vague de yoga en ligne, je le sentais, enfin c'est tout le monde l'a senti et direct après covid, je me suis mis dessus et j'ai lancé la plateforme. Et du coup, bah, forcément, ça génère des revenus parce qu'en fait, c'est une plateforme, membership donc je génère des revenus tous les mois. Et en fait, à tel point qu'au bout d'un moment, oui, ça me faisait un bon complément de revenus et je gardais cette trésor de côté, en fait, vu que j'avais déjà un salaire et du coup, voilà, c'était facile, en fait, pour moi de me dire que je pouvais, faire ça à 100 quoi. OK, ultra clair et J'avais quand comment même tu as déjà arrêté cette petite stabilité, quoi. Je me suis pas non plus ouais, jetée, ouais, dans le vide comme ça, sans rien, quoi. tu étais pas à 0, je comprends bien Ouais. et dans cet moment où tu avais les 2, donc c'était en side project, hem, comment tu faisais pour gérer ton temps, gérer ton énergie, tu avais un truc carré, c'était freestyle, c'était comment? Le boulot. Le boulot, le boulot. Heu, En fait, quand covid était terminé, on faisait beaucoup de, remote work, donc on travaillait beaucoup de la maison et ça me sauve enfin le trajet aller-retour pour le travail, je sauvais à peu près une heure à 2 heures par jour et je me suis dit: «En fait, ce moment-là dans la journée, au lieu de le passer à faire autre chose, il faut que je l'investisse dans un projet pour moi» et du coup, je passais 1 à 2 heures par jour, donc le soir en général sur ça et j'ai passé aussi beaucoup de week-ends, enfermée dans mon appartement à tourner des vidéos, à travailler. Mais à l'époque, je vivais seule, donc ça c'était vraiment j'étais passionnée, en fait, par ce que je faisais, donc j'ai pris beaucoup de temps, de mon temps perso sur ça, quoi. OK et tes premiers clients, ils sont venus comment? Tu as utilisé les réseaux sociaux? Ça a été quoi un peu ta stratégie dans les débuts? Bah, au début, le moment où j'ai lancé, j'avais genre 500 abonnés sur Instagram, donc j'avais vraiment une toute petite communauté, mais déjà bien présente et en fait, je parlais avec les gens sur Instagram comme si c'était mes potes, quoi. Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, ça fait, quasi 5 ans que j'ai lancé la plateforme. Toutes les personnes qui se sont inscrites, au tout début, en fait, cette petite «fanbase» entre guillemets, mais ce petit noyau dur et ben, en fait, elle est toujours là et c'est trop drôle parce que moi, j'ai l'impression que c'est mes copines, quoi, sur Instagram, tu vois? Celles avec qui je parle et en fait, non, c'est des personnes avec qui j'ai engagé la conversation, il y a 5 ans sur Insta parce que pour moi, c'était la meilleure, des façons. Et j'ai aussi beaucoup utilisé le réseau, en collaboration avec, d'autres entrepreneurs comme moi dans le même univers. Par exemple, une fille qui va faire ses tapis de yoga, une fille qui va, lancer, ses cosmétiques, bio, des produits avec des champignons adaptogènes et en fait, je me suis un peu construit un écosystème d'entrepreneurs, d'entrepreneuses même autour de moi, pour faire des petites collabs et pour qu'on grandisse dans nos communautés. OK, ultra intéressant et du coup, tu quittes, Nike, tu fais 3 mois de doute, mais quand même, tu es dans l'action. Comment ça se passe, la suite? Qu'est-ce qui fait que d'un coup, tu prends confiance? Bah, le truc cool, quand j'ai quitté Nike du coup, c'est que je savais que j'avais un voyage de prévu. En fait, je me suis dit: «Je vais pas rentrer en France, de suite parce que là, ça va être la descente aux enfers» et j'avais trop envie de partir voyager, justement de prendre, cette opportunité-là. Donc je suis partie directement, 4-5 mois en Amérique latine, Amérique centrale pour voyager. Hem et là, en fait, bah, c'était un rythme, assez effréné au niveau du travail parce que je lançais mon app, donc c'était un gros lancement. J'avais besoin, voilà, de créer de l'attention, de l'engouement autour de ce projet-là et en même temps, bah, j'avais quand même envie de profiter des endroits où j'étais. Du coup, j'avais un rythme assez, voilà, constant. Je me levais très tôt, je travaillais le matin, l'après-midi, je profitais, j'allais surfer, j'allais explorer, j'allais faire des randos et au final, ça s'est super bien passé et du coup, j'étais hyper épanouie. Je voyageais solo avec mon sac à dos.
J'avais aucune idée de où j'allais et au final, le plan s'est fait un peu au fur et à mesure. Je me suis pris, 2-3 semaines vraiment off une fois que l'app était lancée et ouais, j'étais au max, quoi. Je suis descendue de 0 à enfin, je suis montée de 0 à 10, C'est en vraiment très peu de temps, quoi. du coup, ce qui a fait que ce qui a fait que disparaître un peu cette peur ou cette culpabilité, c'est quoi? C'est le fait que tu aies du kiff dans ton quotidien, que tu voyages, que tu vois d'autres choses? Ou, il y a Ouais, bah, en eu fait, une quelque fois que chose c'était fait, qui fait que c'était derrière moi. En fait, je me suis dit, il y a un moment donné, tu as pris cette décision et ma sœur me disait toujours: «Reconnecte-toi à cette émotion-là quand tu as posé ta démission. En fait, c'est celle-là qui t'a donné l'énergie de l'impulsion de démissionner». Et en fait, au début, j'arrivais plus à me connecter à cette émotion-là et en fait, une fois que je suis partie en fait, une fois que tu as vidé ton appartement, que tu as déménagé, que tu as dit au revoir à tes copains, tu as dit au revoir à tes collègues, tu as rendu ton badge au travail, bah, en fait, il te reste plus rien et j'avais mon petit sac à dos, départ, au Brésil, let's go et en fait, voilà, j'avais là, il fallait que je regarde devant moi, quoi et du coup, je pense que c'est aussi mental. J'aurais pu avoir cet état d'esprit dès le moment où j'ai démissionné, parce qu'il y a eu 3 mois, en fait, de battement entre le moment où j'ai démissionné et le moment où je suis partie. J'aurais pu avoir ce mindset-là. J'ai pas réussi à l'avoir et je pense que si j'avais juste switché, j'aurais pu l'avoir, quoi. et après si tu nous racontes un peu l'histoire de ta boîte, ça a été quoi du coup? Tu l'app s'est lancé, ça s'est bien passé, ça a été galère, L'app s'est lancée, alors l'app a été lancée, j'étais dans un surf camp, sur la Wi-Fi, au milieu de plein de gens qui étaient en vacances et qui disaient: «Mais qu'est-ce qu'elle fout elle? Elle est sur son ordi H24». Je pense que vraiment les gens se demandaient ce que je faisais là. Mais du coup, ouais, ça s'est bien passé. Ce qui était un peu étrange, c'est que du coup, j'étais en solo trip, donc j'avais pas d'amis autour de moi pour célébrer, mais bon, c'était les potes, de voyage, quoi. Hem et en fait, quand je suis rentrée en France, c'était là où ça c'est devenu compliqué, où je pense que la vraie aventure entrepreneuriale, elle a vraiment commencé. Je suis rentrée en France, dans ma ville, natale, et en fait, là, je me suis retrouvée, seule dans un appart, devant mon ordinateur, avec mon projet et c'est tout. Et j'avoue que j'ai plus kiffé du tout. J'ai en fait, le problème avec le yoga en ligne, c'est cool quand tu voyages, mais quand tu voyages plus, bah, tu as plus du tout de contact humain, quoi. Donc du coup, j'ai repris les cours, un petit peu en présentiel, histoire de connecter avec, les gens de ma ville. Mais bon, mon plus gros projet, c'était quand même cette app de yoga et heu et du coup, j'avoue que j'ai pas été hyper épanouie, pendant là, les quelques mois qui ont suivi ça. Et je me suis dit: «OK, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans cette situation où en fait je suis pas du tout heureuse, où j'ai une pression financière de dingue, où, j'avais même intellectuellement l'impression de régresser?» parce qu'en fait j'étais dans mon petit monde, j'étais vraiment enfermée en fait dans ma petite bulle de yoga en ligne et j'avais besoin en fait, de reconnecter avec, le monde de l'entreprise, mais je voulais pas complètement lâcher mon projet donc c'est hyper difficile en fait et c'est pour ça que je parle d'équilibre. J'ai mis des années en fait à trouver ce juste milieu. Et du coup, j'ai commencé à faire une mission de freelance, de mon ancien métier dans une boîte, dans ma ville, dans le monde du sport toujours, donc vraiment exactement ce que je faisais et là, en fait, j'ai retrouvé une énergie. J'ai retrouvé une énergie et je sentais que retourner au bureau, avoir des collègues, avoir des brainstorming dans des meetings, ça me donnait beaucoup d'énergie et là, je me suis dit: «OK, je sens qu'en fait, je veux pas faire, home yoga à ma plateforme à 100 et je veux quand même garder ce petit équilibre». OK et cette décision, elle a été facile à prendre? Ou tu as eu l'impression, quand j'échange avec beaucoup d'entrepreneurs, c'est un peu cette impression de revenir en arrière, d'échec? Enfin, comment tu l'as vécu toi? Alors, je comprends le sentiment d'échec, mais moi, je l'ai pas du tout vécu comme ça. Vraiment, enfin, en fait, je me laisse porter par, ce qui vient. J'ai pas cherché forcément à retravailler, mais je regardais un petit peu sur Welcome to the Jungle de temps en temps, sur LinkedIn, mais sans me dire: «OK, je cherche quelque chose». Je me suis dit: «Bah, si un jour quelque chose m'attire» et en fait, je suis tombée vraiment sur une offre, qui faisait sens pour moi et qui était exactement ce que je voulais faire et je me suis dit: «Bon, bah, tu sais quoi? J'envoie un email». Je crois que c'était même pas une mission de freelance, hein, c'était juste un post et j'ai dit: «Écoute, voilà, j'ai envoyé un message au fondateur, j'ai dit: «Écoute, voilà, moi je fais ça, enfin, est-ce que ça te dit qu'on se rencontre?» et au final, ça a marché et je me suis complètement laissée porter par le truc. Je pense pas que ce soit un échec, en fait, le tout c'est un échec aux yeux de qui finalement? Pour moi, en fait, ce qui compte, c'est que le soir quand je me couche, j'ai pas des anxiétés de ma situation. En fait, pour moi, le succès, c'est ça, c'est je me sens complètement alignée avec la situation dans laquelle je suis trop heureuse, je fais ce que j'aime, j'ai pas, la peur, de manquer d'argent, j'ai pas, le manque de liberté, voilà, enfin, pour moi, ça, c'est des les variables de mon succès, en gros. Ouais et tu as du coup aujourd'hui un seul client en freelance ou tu en as plusieurs?
Alors, ça s'est pas arrêté là. En gros, après, j'ai été embauchée en CDI par cette entreprise parce que, il fallait quelqu'un pour, gérer une team entière et du coup, bah, en freelance, c'est un peu compliqué. Donc j'ai monté, un petit peu en grade dans cette entreprise, pour diriger une équipe et pour moi, en fait, là, c'était vraiment une expérience, vraiment intéressante au point de vue de ma carrière, pro. Hem Et en fait, à ce moment-là, en même temps, j'ai commencé à être dans une relation sérieuse, qui me prenait aussi du temps, par choix. Donc en fait, il y a eu plein de choses, qui sont mis en place. Un peu le «dégoût» entre guillemets du yoga en ligne, mon expérience pro qui me donnait beaucoup d'énergie, ma relation qui me prenait du temps et dans laquelle j'avais envie d'investir aussi de ma personne et juste un peu une lassitude de ce que je faisais parce que ça faisait un moment que je le faisais. Et j'ai un petit peu lâché ma plateforme. Donc voilà, ceux qui sont abonnés à Ami Yoga savent que pendant 6 mois, j'ai un peu disparu de la circulation, genre complètement d'Instagram, de ma plateforme, un mini burn-out, de ma plateforme, quoi. Genre, je suis très exigeante envers moi-même et bah, le problème, c'est quand on est entrepreneur et qu'on est exigeant envers soi-même, on n'est jamais satisfait de ce qu'on propose, on veut toujours faire plus, et en plus, c'est facile de se comparer, de regarder ce qui se fait autour, de se sentir nul. Et moi, en fait, j'étais rentrée dans cette boucle et je me suis dit: «Tu sais quoi? Mets ça de côté» parce que pour moi, le yoga, ça se partage avec le cœur et financièrement, j'en dépendais plus. Donc j'avais «aucune raison» entre guillemets et je culpabilisais un peu, j'avais l'impression de laisser tomber les gens. Donc voilà, j'envoyais des newsletters genre: «Je suis désolée, j'ai besoin d'un break» et cetera et en fait, j'ai trop de chance d'avoir une communauté hyper bienveillante, voilà, qui m'a dit: «Bah, on sait, t'inquiète, ceux qui sont partis, je comprends, vous payez un abonnement, vous avez pas de nouveau contenu, c'est OK» et ceux qui sont restés, je les ai remerciés 1000 fois parce que merci d'être restés pas malgré le fait que j'ai disparu de la circulation, j'avais juste besoin d'un break et ça m'a fait trop de bien. Et du coup, tu es revenue après ou tu es encore en break là? Non, là, je suis revenue. Je suis revenue il y a quelques mois, donc là, ma vie ne fait que rebondir depuis. Ouais, non, Mais mais là, j'ai c'est intéressant de voir, justement là, j'ai plus les ce travail depuis juin et depuis juin, en fait, donc ça fait, 6 mois que je suis full entrepreneur. Donc je retente le truc, enfin, c'est pas que je retente le truc, c'est que je ressentais l'énergie un peu de mettre un coup de collier. Ma collaboration avec l'entreprise avec laquelle j'étais avant, elle s'est terminée et du coup, je me suis dit: «OK, c'est le moment» et en fait, mon copain est fully remote et du coup, c'est compliqué quand tu es en couple et qu'il y en a un qui est fully remote et un qui va au bureau tous les jours et en fait, ce qui se passait dans notre relation, c'est que, bah, moi, je partais le matin au bureau, lui, il est, sur l'ordinateur, toute la journée, sans voir personne et en fait, il y a un décalage de vie quand même qui est fait et c'est vrai que quand tu as un job fully remote et que tu es bloqué à un endroit, c'est un peu frustrant, tu vois? Et moi, j'avais aussi envie, j'ai toujours la bougeotte, hein, donc j'avais aussi ce truc de: «Ah là, tu es fully remote». En vrai, moi, j'ai Home Yoga, on pourrait partir comme ça, quoi. Donc voilà, c'est ce qui s'est fait et là, ça fait 4 mois, du coup, qu'on voyage, et qu'on profite de cette vie-là, heu et en fait, on a trouvé, un équilibre top. En fait, on voyage, là dans un endroit où on est en décalage par rapport à la France, mais du coup, on reste sur les horaires françaises. Donc on travaille, tu vois, là, il est 9 heures du mat, pour moi, mais en fait, c'est l'après-midi, enfin, je suis sur la même heure que la France. On travaille genre de 5 heures du matin à 13 heures, 14 heures, et comme ça, on a toute l'après-midi pour kiffer et là, c'est un équilibre parfait, quoi. Donc voilà, je suis sur, home yoga à fond maintenant. finalement, tu es revenue sur ton équilibre de quand tu avais quitté ta boîte là, au début et tu avais fait tes 3 mois, de voyage. C'est ça, ouais, exactement. Là, je suis dans un mode, en fait, je vois cet outil, Home Yoga comme une façon de partager le yoga. Pour moi, c'est vraiment mon outil d'expression, l'espace que j'ai envie de créer pour, accueillir des gens pour pratiquer et c'est aussi un outil pour moi, pour me sentir libre et à tout moment dans ma vie me dire: «En fait, j'ai ça». Je sais que j'ai ça pour en fait, pas forcément au niveau financier, mais plus au niveau du travail. Je me verrais pas, ne jamais avoir de travail sur quoi que ce soit. Donc ça, je sais que c'est mon projet sur lequel j'ai envie de donner de l'énergie et que j'ai un travail salarié ou pas, je le garde. Mais quand j'ai pas de travail salarié, ça me permet aussi de voyager et d'explorer le monde parce que c'est ça aussi qui me fait kiffer. Mais spoiler alert, la semaine prochaine, je recommence un travail donc en fait, J'allais dire, est-ce que l'idée, tu ouais, c'était pas envisages de rester comme ça. est-ce que tu envisages quand même de reprendre un job salarié ou pas? Du coup, ouais? Ouais, en fait, là, j'ai trouvé un job remote fully. Voilà, c'était le but, c'était ça, de trouver un job remote, de garder Home Yoga. Donc c'est pour ça, là, je te dis, je suis dans un équilibre parfait parce que j'ai exactement ce que j'avais envie, d'avoir, voilà, continuer, en fait, à nourrir cette carrière qui me plaît, continuer à nourrir ce projet qui me passionne et en même temps, garder cette liberté, donc voilà, c'est top.
Et ce job-là que tu as trouvé, du coup, c'est un temps plein ou c'est un temps partiel? C'est un temps plein. C'est un temps plein, mais du coup, là, je me suis vachement bien organisée pour, avoir du contenu en avance. Heu, je délègue une partie maintenant, je voilà, je enfin, je comprends que je peux pas tout faire toute seule. J'ai mis en fait, j'ai appris de ma première erreur pour, pouvoir essayer de faire en sorte que je fasse pas un burn-out ni quand je suis full entrepreneur, ni quand ça devient un side project et qu'en fait, ça devienne pas une charge mentale, mais juste un je veux le voir comme un projet, plaisir et du coup, pour ça, ça demande quand même de l'anticipation, de l'organisation et je m'y suis prise à l'avance. Je savais, ça fait 3 mois que je sais que je vais commencer ce job donc je me prends bien à l'avance. Trop bien. Et Mmh. il y en a beaucoup qui vont dire: «Ah oui, mais si jamais je veux revenir dans le salariat, la casquette entrepreneur fait peur. Si je leur dis que j'arrête pas mon projet, ils vont paniquer». Toi, tu as senti un peu cette difficulté ou ça passe nickel? Parce que du coup, tu es 2 fois, tu as retrouvé un job. Cette difficulté de reprendre une activité, Le en regard de salariale? l'employeur le Ah! regard de l'employeur quand il sait que tu as une activité entrepreneuriale en parallèle. Ah bah Tu as non, au senti contraire, moi je pense ouais? que c'est ça qui m'a moi c'est en fait, je le vois en interview, je parle, quasi que de home yoga, quoi. Parce qu'en fait, je pense que c'est hyper intéressant pour, les entreprises d'avoir des profils, entrepreneurs. En fait, on le sait quand on est entrepreneur qu'on travaille beaucoup plus alors je veux pas comparer entrepreneur salarié, mais franchement, pour avoir vécu les 2, peut-être on travaille pas forcément plus, même si je suis persuadée que si, mais on a une telle pression et on doit tellement penser à tout. En fait, on fait 1000 métiers en un et ça, en fait, mais c'est on peut le revendre à fond en interview, quoi et moi, je le vois, à chaque fois que j'ai une question d'interview, j'essaye de parler d'autres choses parce que finalement, j'ai l'impression de parler de home yoga toute l'interview. Mais à chaque fois, j'ai un exemple et je dis: «Ouais, mais ça c'est fou quoi», genre, j'ai vraiment une expérience de dingue avec cette plateforme et je pense que c'est valable avec toutes les activités entrepreneuriales parce qu'on part de zéro, on crée quelque chose, on génère du revenu avec un service, un produit ou quelque chose et en fait, on doit penser à toutes les fonctions d'une entreprise en une, quoi. Ouais. Donc Et non, faut souvent, pas on avoir est peur. même, moi, ce que je vois, j'ai l'impression qu'on est même meilleur que, la fonction d'une entreprise. C'est-à-dire, par exemple, si on parle en termes de marketing, communication, on n'a peut-être pas fait la meilleure école de commerce ou le meilleur truc, et il y a une telle exigence, comme tu as dit, qu'on se met en tant qu'entrepreneur. Le marché, est beaucoup plus saturé puisque tu as pas le nom d'une grande marque, Mmh. fait qu'on est ultra pointilleux sur, le marketing, sur la communication, sur la vente, et je pense en effet enfin, on est, je sais pas, c'est des généralités, mais on n'est pas meilleur, mais en tout cas, on est largement au niveau, de quelqu'un qui a peut-être passé 5 ans à étudier le marketing, quoi. Mmh, largement et justement, c'est intéressant, je trouve, d'avoir un parcours où parfois tu remets un pied dans le salariat pour te rendre compte aussi, de en fait, de la valeur que tu as fournie pendant, tes années d'entrepreneur et ça fait vraiment du bien. Enfin, moi, je sais que là, quand je suis retournée dans l'entreprise après mon sas entrepreneur, j'ai réalisé à quel point j'étais organisée, structurée, que tu vois, j'arrivais à mettre des systèmes en place et ça, je sais que c'est grâce à mon entrepreneuriat parce qu'en fait, j'ai été obligée d'être, hyper, carrée pour que ça parte pas dans tous les sens, quoi. C'est quoi pour toi, d'ailleurs les plus gros apprentissages que l'entrepreneuriat t'a permis? Bonne question. Alors, je dirais le premier, même si c'est très difficile, c'est s'écouter. Pas être dans une situation parce que, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on soit dans cette situation, mais y être par choix et parce que ça nous fait plaisir et ça, en fait, pour moi, c'est la base, c'est have fun, quoi. Tu es entrepreneur, c'est toi en fait, c'est toi qui choisis de te mettre dans cette situation, donc ne sois pas victime de ta situation et si jamais il y a quelque chose qui va pas, change-le. Reste pas, avec ça parce que ça va pas fonctionner. Soit, les personnes en face de toi, elles vont le sentir, soit ton business va pas décoller ou soit c'est toi qui vas finir, complètement en burn-out et donc vraiment le premier conseil que j'aurais à donner, c'est, s'écouter et s'entourer aussi parce que l'entrepreneuriat, c'est une activité, bah, finalement qui est solitaire, comme son l'indique auto-entrepreneur et en fait, on peut vite se retrouver dans une boucle où on réfléchit avec nous-mêmes, on est seul, et s'entourer d'autres entrepreneurs, aller sur des événements avec d'autres entrepreneurs, heu, sur Instagram, moi, je sais que je parle avec énormément de gens qui sont entrepreneurs juste pour, se plaindre de cette situation ensemble et tu vois, je le vois, je donne aussi à côté des mentorats, donc je coach des profs de yoga pour, voilà, essayer de les aider à se développer en ligne et cetera
et je les vois, ils sont dans une détresse, une solitude, terrible, quoi. Parce qu'en fait, ils ont aucune idée de par où commencer. Enfin elles, parce que j'ai eu que des filles pour le moment. Elles ont aucune idée par où commencer, il y a trop d'infos, mais en même temps pas d'infos, concrètes, et donc du coup, elles sont là, genre: «J'ai personne à qui parler». Je parle de ça à mon mec, il s'en fiche. Je parle de ça à mes amis, ils s'en fichent. À ma famille, ils s'en fichent. Qu'ils s'en fichent, mais c'est juste ils peuvent pas. Moi, je sais qu'il y a plein de fois, j'aimerais avoir des conversations avec mes amis non entrepreneurs sur ça, mais juste on peut pas parce que c'est comme si tu me parlais, du prochain tournoi, de volley. Je n'ai aucune notion de ce sport. En fait, je vais pas pouvoir te renvoyer la balle et enfin, ouais, tu vois? Parce que c'est le cas de le dire. On va pas pouvoir avoir une conversation. Et bah, c'est pareil avec l'entrepreneuriat, donc entourez-vous, quoi. L'exemple que je donne souvent, moi, c'est comme ceux qui ont des enfants et ceux qui ont pas d'enfants. Ouais. Quand tu as des enfants et que tu parles à quelqu'un qui a pas d'enfants, tu sais qu'il va dire: «Oui, oui, 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 très bien. Ah tiens, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça». Mais en même temps, il y connaît rien du tout et Bah du oui, coup, c'est bon, clair. on sait que tu prends ou pas, mais bon, toi, en général, tu es là: «Bon, OK, merci. Je reviendrai tu Ouais. comprendras mieux quand tu auras des enfants». Bah oui. Heu, c'est exactement ça et pour revenir juste sur le premier point là, sur, apprendre à s'écouter. Alors peut-être que c'est à travers le yoga, mais tu avais des ou tu avais encore, des routines pour justement, te dire: «Allez, là, il faut, je sais pas, quotidiennement, toutes les semaines, tous les mois, je fais le point pour savoir justement qu'est-ce que mon cœur me dit? Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qui me fait vibrer?» Mmh. Heu, alors moi, je pense que même au-delà du yoga, ce qui aide beaucoup, c'est écrire. Le journaling vraiment, je pense que c'est un super outil pour justement se poser et en fait maintenant, même avec l'AI, même, avec les contenus sur les réseaux, on trouve facilement, des petits prompts de journaling, pour s'aider, pour se lancer au moins, dans l'écriture. Mais vraiment pour moi, c'est un outil hyper puissant qui te permet de revenir un petit peu sur, ton évolution. Moi, je sais que j'écris beaucoup et en fait, dans les phases de down, je relis beaucoup les moments où je suis up, voilà, pour me dire, «Ah OK, en fait, je ressentais ça, j'étais comme ça» et au contraire, les phases de up, je relis les phases de down en me disant: «Ah waouh! Ah j'en ai fait du chemin depuis ce moment où j'étais vraiment pas bien». Heu et tous les questionnements que j'ai, je les pose sur papier et en fait, à partir de là, naissent souvent, des décisions et ensuite des actions. Et je fais souvent le point, hein, ça j'aime pas, ça me donne de l'énergie, ça m'en prend. Ça je suis fière, ça je suis pas fière, enfin voilà, j'adore, faire tout ce genre d'exercice et ça m'aide énormément et après je pense qu'en effet, j'ai envie de promouvoir le yoga parce qu'évidemment je suis persuadée de sa puissance, mais moi je le sens très bien. Les journées où je ne fais pas au moins 10 minutes, même juste 10 minutes, pas au moins, juste 10 minutes de mouvement sur mon tapis versus les journées où j'arrive directement derrière mon ordinateur, elles ont rien à voir et parfois quand on est entrepreneur, même souvent, on travaille de chez soi, on n'a pas forcément de routine, dans le sens où on n'a pas de commuting, on ne prend pas la voiture pour aller quelque part ou en fait, on peut facilement sortir du lit et arriver devant l'ordi et en fait, c'est bien d'avoir une petite étape intermédiaire où on se crée un petit monde, donc le journaling peut rentrer dans ce moment-là, des mouvements de yoga, juste de la respiration, aller marcher dehors, 10 minutes parce qu'en fait, après on est assis toute la journée et se créer en fait ces petits rituels, je trouve que ça fait la différence. Je sais pas si toi tu le fais? Si tu as des petits rituels aussi? Ouais, moi, mon truc, c'est la marche, Tu clairement, Ouais, sortir ce de que j'ai compris son avec ce podcast. mais je suis d'accord avec toi, c'est ce truc d'être en mouvement qui libère plein de trucs. Le journaling, et j'ai des périodes, je suis à fond, des périodes, tu vois, là, en ce moment, je suis dans une période où j'écris plus rien. Mais je suis comme toi. Je sais que ça fait du bien quand on écrit. Ouais. D'ailleurs, du coup, toi, tous les jours, tu écris? Non, pas tous les jours. Je vais le faire déjà une fois par mois, c'est sûr, je vais le faire et bah, tu vois, je vois une psychologue donc en fait, là, en ce moment, je la vois toutes les semaines parce que, ça me met bien de la voir toutes les semaines et du coup, bah, avant nos séances, je vais écrire, après nos séances, je vais écrire donc en fait, ça me donne un coup de boost de ouf et c'est vrai qu'aller voir une psychologue, c'est hyper aidant, je trouve, quand tu es entrepreneur. Enfin, moi, personnellement, ça m'a énormément aidé à faire sortir plein de choses et juste à mieux me connaître et en fait, mieux te connaître, bah, ça permet de mieux gérer ton entreprise. Donc ça, pour moi, c'est un point, essentiel. Donc non, j'écris pas tous les jours. Je vais prendre des moments, tu vois, genre les pleines lunes, les nouvelles lunes, juste pour me caler, en fait, à un rythme, et là, clairement, c'était la fin de l'année, des rituels fin d'année, j'en ai fait plein, quoi. J'allais dire, c'est le seul moment où j'ai écrit aussi. Des petits rituels de Tu conseillerais quoi, du coup, aux gens qui, bah, sont un peu entre le cul entre 2 chaises, salariat, entrepreneuriat, j'y vais pas? OK. Hem, bah,
je vais prendre mon exemple. Moi, je pense qu'on a vu avec, mon parcours, un petit peu, qui va dans tous les sens, que finalement, les décisions que j'ai prises, elles répondent à un besoin, à des besoins. Donc je me suis vraiment posée et je me suis dit: «Qu'est de quoi j'ai besoin aujourd'hui?» J'aurais très bien pu rester dans cette situation d'entrepreneur, qui me convient aussi. Mais en ce moment, j'ai certains besoins qui font que le salariat correspond plus, viennent nourrir plus mes besoins actuels que l'entrepreneuriat. Et peut-être que dans 5 ans, je te dirais que je veux retourner dans l'entrepreneuriat, mais un conseil que je pourrais donner, c'est voilà, bah, encore une fois, d'écrire peut-être, mais d'écrire ses besoins et de voir est-ce que ces besoins peuvent être nourris par le salariat, par l'entrepreneuriat et comment on fait, en fait, pour arriver à ces besoins-là? Ultra clair. Et il y a un autre point sur lequel, je voulais aborder aussi avec toi, c'est, ton business model. On va parler cette fois-ci vraiment très concret et chiffres. Heu, Moi, respect, le business model, d'abonnement, je trouve que c'est beaucoup d'énergie Mmh. pour, trouver des clients, pour les maintenir, et cetera. C'est quoi justement si on a ceux qui nous écoutent veulent se lancer, pas forcément dans un business model où, tu as peu de clients et tu les factures cher, mais justement on vise la masse. Ce serait quoi un peu les conseils que tu aurais, à la fois sur la partie du coup attirer des clients, comment attirer de la masse, mais aussi comment, les fidéliser et faire en sorte, qu'ils renouvellent, chaque mois? Mais c'est ça toute la com c'est tu l'as très bien décrit, c'est là toute la complexité d'un business model d'abonnement. C'est que en fait, tu n'as pas juste l'acquisition, mais tu as aussi, la fidélisation, et la rétention. Donc en fait, tu as vraiment ces trois piliers, sur lesquels tu dois distribuer ton énergie. Hem, pour tout ce qui est, de l'acquisition, bah, en fait, c'est très simple. Je pense que les réseaux sociaux sont une source, inestimable de clients, d'élèves pour les personnes qui pratiquent le yoga. Hem, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est juste d'être hyper clair sur sa proposition. Faut que la personne, quand elle lise, elle te voit, elle lise ce que tu écris ou qu'elle t'écoute, elle soit vraiment, sûre de ce que tu proposes. Parce qu'en fait, si je proposais juste, du yoga en ligne, finalement, on serait pas sûr de ma proposition et je pense que ce qui fait vraiment la différence, au final, c'est ta personnalité. Parce qu'un abonnement, c'est rejoindre aussi une communauté, c'est se faire accompagner par une personne et du coup, les personnes vont choisir un abonnement plutôt qu'un autre, pas parce que, mes cours sont meilleurs que les autres, mais plus parce que, bah, peut-être que je vais connecter, on va cliquer plus avec ma personnalité. Donc vraiment, il y a un truc autour du brand, personal branding qui est hyper fort et ensuite, bah, la rétention. Juste 2 secondes. Ouais. Du coup, là, aujourd'hui, ta différenciation, tu dirais qu'elle est 100 sur ton personal branding? Ou tu as une façon de faire ou une approche ou quelque chose plus sur le produit qui te différencie des autres, yogas en ligne? Alors, je pense qu'au niveau du produit aussi, je me différencie dans le sens où il y a pas tout le monde qui a une application. Qui dit application dit, facilité d'utilisation, il y a plein de fonctionnalités. Enfin, elle est hyper bien faite, tu as un calendrier, tu as une communauté, tu peux mettre faire des playlists. Enfin, en fait, elle est vraiment faite pour une pratique, régulière ou quotidienne. Et en fait, je me différencie entre guillemets par le produit, donc l'application, mais aussi je vais me différencier par, la proposition que j'ai à l'intérieur. Et je pense que là, pour le coup, chaque professeur de yoga a une proposition unique par, sa vision de l'enseignement, par sa définition du mouvement. Moi, je sais que je suis très influencée par, le monde du sport, le monde de la danse, le monde du mouvement, le monde de la mobilité, mais en même temps, j'ai ce côté hyper, heu yogi, un peu plus spirituel. Je pense qu'une fille qui va faire que de la mobilité fonctionnelle et qui va pas, avoir le côté, plus spirituel, voilà, moi, j'adore jouer mon harmonium, je vais à des soirées, kirtan où on chante des mantras, je fais des retraites, de silence, tu vois? Donc j'ai vraiment ce côté-là aussi très, puissant, de l'immobilité et de l'introspection. Et voilà, j'essaie encore une fois, cet équilibre entre les 2. Et je pense que c'est ça qui attire, c'est cette proposition en fait de dire: «Bah, tu es pas obligé de choisir un monde ou l'autre». Et c'est vrai que des fois, on a l'impression que sur les réseaux, c'est soit, c'est trop, alors je dis spirituel, mais ça peut être, plein de mots, mais tu vois, je pense que de l'aspect extérieur: «Ah, c'est pas pour moi, ça, c'est pas mes croyances, donc j'y vais pas. Ah ça, c'est trop aspect physique, ça manque quand même, d'une petite, subtilité qui me plaît». Et en fait, il y a trop d'extrémités parfois et j'essaie de rejoindre un peu, tu vois, ces 2 mondes à travers, l'enseignement. OK, ultra clair. Merci pour ces précisions et du coup, aujourd'hui, 100 de tes clients viennent d'Instagram? Non, pas forcément. J'ai aussi un podcast de yoga audio, qui a bien pris et du coup, j'ai pas mal de gens qui me connaissent de mon podcast, et après bouche à oreille beaucoup, hein.
C'est pas que Instagram finalement, bouche à oreille. J'ai une newsletter qui marche très bien aussi. Mais c'est vrai que le bouche à oreille, en fait, ça fonctionne super bien parce que, tu vois, c'est les filles qui vont dire au travail: «Ah les filles, je pratique sur, Yoga» et il y a beaucoup de personnes qui viennent par rapport à des gens qui sont déjà abonnés. Et tu fais de la publicité sur Instagram ou c'est 100 organique? Non, pas de pub. Je me suis posé la question mais voilà, peut-être en 2026, on verra. Tu fais de la pub toi? Ah ouais, moi j'en fais. Ouais, Ouais? ouais, ouais. Je me suis Clairement, pas ça penchée c'est encore sur la question. tu as une offre qui marche, ça booste. Après, pour, des si petits tarifs, je sais pas si c'est très rentable. Ouais, c'est ça. En fait, moi, je sais que pour faire de la pub, je m'étais un peu renseignée à un moment auprès de copains entrepreneurs justement qui le font et la majorité me disent: «Si tu investis pas beaucoup d'argent sur la pub, au final, tu as pas non plus trop de retours». Alors après, je me suis arrêtée à ce conseil en me disant: «Ah OK, je verrai plus tard» et je me suis jamais repenchée sur la question. Là, il faut mettre un certain budget Ouais, et je ne sais pas, toi, le taux de rentabilité, à quel point il est bon ouais, sur ouais, de l'abonnement. ouais. Et du coup, donc ça, c'est la partie attirer des clients et la partie, fidéliser, retenir tes clients, est-ce que tu as des conseils particuliers? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais particulièrement? Qui fait la différence entre, une personne qui va payer un membership versus, des vidéos gratuites sur YouTube, c'est la personne qui a le même enfin, qui propose le membership et du coup, là, c'est me rendre disponible pour les gens qui sont sur la plateforme. C'est-à-dire, voilà, il y en a une, qui va avoir mal au poignet, elle va m'envoyer un message pour me conseiller des classes. Je vais être hyper réactive, je vais proposer des classes pour elle. Il y a un côté un peu personnalisation en fait, il faut voir la valeur ajoutée de payer un abonnement. Moi, ma vision, c'est voilà, il y a c'est semi-personnalisé dans le sens où tu m'écris à n'importe quel moment, je te fais un programme sur mesure si tu en as besoin. Je suis là, en fait, pour vous motiver. Ma présence, en fait, est assez, présente dans la communauté et du coup, pour faire en sorte que les gens se sentent motivés, soutenus et guidés et pas juste, perdus dans leur pratique et je pense que c'est ça qui fait, majoritairement, la différence et après, c'est aussi être à l'écoute. Je pense que, en fait, c'est bien de proposer ce qu'on aime, mais c'est aussi important d'être à l'écoute de ses élèves, de ses clients quand il s'agit, d'un autre business et moi pour ça, je fais un questionnaire, chaque fin d'année. Je fais un gros questionnaire, je pose plein de questions, des questions ouvertes, des questions fermées et ça c'est un peu la trame de l'année qui suit. Même si moi je pose déjà sur papier ce que j'ai envie de proposer, je vais quand même vérifier que c'est en accord avec, les attentes de ma communauté, pour pas partir dans une direction complètement opposée et alors en général ça match, mais c'est vrai que je reçois beaucoup de retours, même des axes d'amélioration. Moi je suis hyper ouverte au feedback, les gens le savent, donc ils me disent quand les choses vont pas aussi et ça me permet vraiment d'améliorer mon produit tout le temps et tu vois, je suis vraiment tout le temps dans cette optique, feedback, action, quoi. Heu, Si on revient juste sur ce côté personnalisation et toi, ta disponibilité, quand tu étais salarié et là, quand tu vas redevenir salarié, comment tu t'organises du coup? Tu dis: «J'ai 1 heure par jour dédiée à répondre à mes clients, c'est quand je vais aux toilettes, à droite à gauche, je répondrai». Tu as une organisation précise pour gérer les 2 ou c'est, vraiment, plus, freestyle? Bah, c'est une très bonne question, parce que c'est une question que je dois me poser pour commencer mon nouveau travail. Avant, je prenais mon téléphone, quand je recevais un message et j'y répondais. J'ai un learning de ça parce qu'en fait, tu passes plus de temps à ouvrir l'app, nin 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 et c'est une perte de temps terrible. Donc maintenant, je vais me dédier des créneaux, par exemple, une demi heure, 20 minutes, par jour où je vais prendre mes messages, mes emails et j'y réponds en masse et ça fonctionne beaucoup plus rapidement. Un détail un truc bête, par exemple, Instagram, au lieu de répondre sur mon téléphone, je réponds sur mon ordi. Donc je vais aller sur, c'est bête, mais ça fait gagner énormément de temps parce que je tape beaucoup plus fort à l'ordi, beaucoup plus vite ou alors sur mon téléphone, je vais dicter mon message. Donc comme ça, vraiment, je vais beaucoup plus vite. Donc j'essaie de faire en sorte d'aller vite. Mais pour moi, en fait, ça, c'est la base la priorité numéro un. Donc peut-être le faire le matin, avant le travail. Tu vois, si par exemple je commence le travail à 9 heures, bah, en fait, moi, je me lève hyper tôt le matin. J'ai le temps d'aller faire mon sport, j'ai le temps d'avoir une vie avant la vie. Donc peut-être aussi le caler le matin, comme ça, hop, c'est derrière moi et le reste de la journée, je suis tranquille. Merci à toi pour ces précisions. Je vois le temps qui passe, est-ce que tu as un dernier conseil pour ceux qui, se lancent dans l'entrepreneuriat? Où tu te dis: «Oh ça j'aurais tellement aimé qu'on me prévienne» ou, «Il y a un truc que auquel il faut penser, c'est ça». Je pense qu'il faut faire hyper attention avec les informations qu'il y a, sur les réseaux sociaux et ne pas comparer sa situation par rapport à celle de quelqu'un d'autre. Les réseaux sociaux, c'est une grande source d'inspiration, je pense,
quand on veut devenir entrepreneur, quand on est entrepreneur parce que ça donne beaucoup d'énergie, mais je pense aussi que c'est très, très, très énergivore dans le sens où on peut se comparer, on peut avoir l'impression d'être complètement behind, on peut avoir l'impression, de pas du tout gérer par rapport aux autres, mais on ne sait jamais ce qui se passe derrière l'écran des gens, on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens et ne vous comparez pas, ne prenez pas vos décisions parce que, c'est cool d'être entrepreneur ou, «Ah maintenant je suis dans cette situation, maintenant j'y reste». Enfin, en fait, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un choix. On choisit les situations dans lesquelles on est. Moi, j'aurais pu très bien me rester dans une situation d'entrepreneur en me disant: «Ah non, mais c'est trop la honte de revenir en salariat, ça veut dire que j'ai échoué». Bah non, en fait, c'est une réussite de me dire que j'ai réussi à construire une vie, qui me correspondait à 100 et en fait, c'est ça le plus important et c'est pour ça qu'on choisit d'être entrepreneur. Voilà, écoutez-vous et ne regardez pas trop ailleurs. J'adore ce conseil, ça me fait penser, il y a un truc qu'on voit beaucoup, où il y a beaucoup de fantasmes autour, je trouve, bah, c'est le digital nomade. Le fait d'être, à la plage, en train de travailler et cetera. Hem, il y a que certes, de des avantages. C'est quoi les inconvénients pour toi que les personnes voient peut-être pas? Bah, faire le choix de pas profiter à 100 de la ville dans laquelle on est. Tu vois, là, par exemple, en ce moment, je suis à Rio. On travaille énormément cette semaine avec mon copain. Voilà, on n'a pas exploré la ville à 100 et en fait, c'est pas grave. En fait, il faut se dire que tu rentres dans la ville comme si tu y vivais et que tu as une nouvelle routine. Donc c'est ça. C'est ne pas avoir de bureau, à toi, donc c'est-à-dire, être un peu à l'arrache sur ton ordi parfois, pas toujours confortable au niveau de la chaise. Moi, je sais que j'aime bien avoir un bureau tout beau et tout et bon là, en fait, j'ai juste mon petit bureau sur une petite table et mon petit ordi sur une petite table et je travaille comme ça et c'est voilà, c'est pas confortable, hem, mais après encore une fois, ça répond à un besoin. Moi, c'était mon besoin d'explorer, de liberté et ça y répond. Ouais, trop bien. Ah, c'est quoi là vos prochains voyages, pays que vous avez déjà actés? Bah, nous, on choisit nos destinations autour du kitesurf parce qu'on fait du kitesurf. Du coup, l'idée, c'est d'aller dans des destinations où on peut en faire. On sait qu'on va retourner au Brésil parce qu'en fait, c'est la destination parfaite pour nous. Mais là, voilà, on pense qu'on va plutôt rester en Europe, dans les prochains mois. Moi, vu que je commence un nouveau travail, mon copain aussi vient de commencer une nouvelle team, donc on est plutôt en mode et c'est ça aussi qui est cool, c'est qu'on est dans une phase un peu plus: «OK, on travaille, on se met un peu un tunnel» et ensuite, on rebougera derrière, Portugal. Grand merci, à toi Fiona déjà pour tout ce que tu as partagé. Tous les épisodes de podcast finissent par une question qu'on va poser à nos auditeurs et qui vont pouvoir méditer en marchant et en musique, à la fin du podcast. Trop Est-ce qu'il y a bien. une question comme ça que toi tu t'es posée un jour et tu t'es dit: «Waouh, ça a tout changé» ou tu aimes bien te poser régulièrement et que tu as envie du coup d'inviter, ceux qui nous écoutent à se poser? J'aime beaucoup cette question. Je prends juste un petit moment pour réfléchir. Je dirais de se poser la question, de regarder un petit mais en fait, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement, de regarder un petit peu dans le dernier mois ou dans la dernière semaine et de faire la liste de toutes les choses qui vous ont pris de l'énergie et toutes les choses qui vous ont donné de l'énergie et vraiment de faire un peu le bilan sur ça. OK, top. Et ben restez bien jusqu'au bout pour avoir cette question à méditer en marchant et en musique. Et Fiona, pour ceux qui veulent te retrouver, t'envoyer des petits mots doux, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver du coup? Alors, vous pouvez m'écrire des petits mots doux sur Instagram avec, mon compte, @homme, HAUM point yoga. Vous pouvez, voilà, m'écrire direct sur Instagram, je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Et si jamais vous voulez écouter ma voix, j'ai aussi un podcast qui s'appelle Homecast, sur Spotify avec des cours de yoga audio, des méditations, des conversations, tout ça, tout ça. Top. Et ben je mettrai tous les liens en descriptif de l'épisode. Encore un grand merci à toi Fiona pour cet échange. Merci de nous avoir, tout partagé ton parcours, sans fil, c'était ultra intéressant et je te dis à très vite. Merci Alexandra, à très vite. Ciao. Ciao.